Fidèles téléspectateurs de Joliba TV News, bonsoir et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous de l'actualité panafricaine. Nous sommes ici chaque dimanche à 21 h sur Joliba TV News. Nous irons ensemble au cœur des faits marquants, des enjeux majeurs et des voix qui comptent sur le continent. Décryptage, reportage, invités sur le plateau. Tout ce que vous devez savoir sur l'actualité du continent. Nous sommes ici chaque semaine. Encore une fois, bienvenue. Nous avons sur ce plateau M. Patrice Mvouama. Il est professeur d'université et vice-président de la communauté congolaise au Mali. Deuxième invité sur ce plateau, nous avons Abou Kamara, enseignant et membre du bureau du Parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, pour l'éthique et la fraternité. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Et comment allez-vous? Je vais très bien, alhamdoulilah, comme on dit. Oui, ça va bien. Monsieur Kamara. Bonsoir, Monsieur Fabrice. Bonsoir, Monsieur Tangara. Tout d'abord, permettez-moi de présenter mes condoléances les plus attristées au peuple malien, au président de la République, au Premier ministre, à tous les membres du gouvernement pour les faits qui se sont déroulés le 1er juillet. D'accord, merci beaucoup. J'espère que ce message sera entendu. Cette émission s'articulera autour de deux sujets d'actualité qui ont marqué l'actualité de la semaine. Nous irons en République démocratique du Congo où un récent accord de paix a été signé entre le pays et son voisin, le Rwanda, le 27 juin à Washington. Malgré la signature de cet accord, les violences continuent dans l'est du pays. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko est condamné pour diffamation. Le climat politique est tendu avec la FDR, Fédération du Renouveau, qui réclame sa démission suite à sa réaction au verdict. Nous allons tout droit au Sénégal. Au Sénégal, la justice confirme la condamnation du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko pour diffamation. Ce 1er juillet, la Cour suprême a rejeté le recours déposé par les avocats d'Ousmane Sonko. Ces derniers contestaient la régularité de la procédure ayant abouti en janvier 2024 à la condamnation de leur client pour diffamation à l'encontre de Mame Mbaye Niang, alors ministre du Tourisme. La décision confirme également la sanction pécuniaire, une amende de 300 millions de francs CFA. Le climat politique est tendu après les propos d'Ousmane Sonko. Monsieur Kamara, que vous inspire cette décision de la Cour suprême du Sénégal? Je crois que quand la Cour suprême donne un verdict, chacun doit avoir le sentiment que tous les droits ont été dits. L'acceptation d'une décision émane de la personne elle-même. Pour moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Si Ousmane Sonko conteste cette décision, peut-être qu'il a des éléments nouveaux qui nous permettra d'ouvrir encore cette enquête, d'approfondir cette enquête. Peut-être, on aura une autre décision, bien un autre verdict émanant de la Cour suprême. Mais pour l'instant, est-ce que cette décision fragilise la légitimité d'Ousmane Sonko en tant que Premier ministre? Bon, vous savez, quand une décision est prise, si ça ne va pas en ta faveur, les gens pensent que c'est une sorte d'humiliation, bien une sorte de rabaissement. Pour moi, si le droit est dit, tout le monde doit l'accepter. La justice, c'est l'équilibre d'une nation. La justice, c'est la justesse elle-même. Aucun pays, aucune nation ne peut se développer sans une très bonne justice. Moi, je crois qu'il faut accepter cette décision. Mais s'il y a des éléments nouveaux, il va faire recours. Et nous pensons que d'ici quelques mois, si Dieu le veut, il y aura des enquêtes, il y aura une nouvelle et de nouveaux éléments qu'il va mettre. Et parce que le rapport, parce que Ousmane Sonko, diffamation c'est quoi? Les gens pensent qu'il a dit quelque chose qui n'est pas vrai, alors que ce qu'il a dit, ça se trouvait dans un rapport. Mais le rapport jusqu'au jour d'aujourd'hui n'a pas été publié. On nous a dit que ce sera publié dans ces 2 semaines. Et si on publie ce rapport, je suis sûr que la justice va revenir sur cette décision. J'en suis convaincu.
D'accord, monsieur Ouvrama, vous suivez aussi l'actualité sénégalaise en tant que professeur. Et est-ce que pour vous, cette décision fragilise la légitimité d'Ousmane Sonko en tant que Premier ministre? Bon, merci beaucoup. Je remercie tous les auditeurs qui nous écoutent, les téléspectateurs qui nous regardent aussi. Je vous remercie de nous avoir reçus sur ce plateau. Merci beaucoup. Par rapport à ce que vous venez de dire, je pense qu'une décision de justice reste une décision de justice. Ça, quand même, personne ne peut contester. C'est une décision de justice. Seule la personne incriminée peut contester s'il y a, comme il a dit mon frère, des éléments nouveaux. Mais je pense que ça ne peut pas fragiliser pour autant qu'il a encore une possibilité de recours. C'est vrai qu'au niveau de l'opposition, les gens vont dire, au niveau des politiques, les gens vont commenter, au niveau de la population, les gens vont commenter. Mais je pense que ça ne fragilise pas. Mais il n'est pas toujours bon que les dirigeants actuels soient impliqués dans des décisions comme ça, dans des positions comme ça. C'est ce qui a été évité. Mais je pense que, comme l'a dit mon frère, s'il y a des éléments nouveaux, si il a la possibilité de faire des recours, et si au niveau des recours, on trouve qu'il a des éléments nouveaux et qu'on peut lui donner raison, on donnera raison. Je pense à mon avis. Il ne faudrait pas que les politiques s'en mêlent pour fragiliser. Moi, je pense déjà que c'est une bonne décision. Un non politique au pouvoir, on arrive à confirmer sa peine. La première décision, ça veut dire qu'il y a un esprit de démocratie. Ça, j'applaudis beaucoup. Sinon, on aurait pu torpiller en disant ne faites pas, on donne un mot d'ordre comme dans d'autres pays qu'on connaît. Et puis tout de suite, on dit bon, on suspend, on donne raison. Mais là, c'est déjà un bon esprit où on a confirmé la condamnation. Maintenant, c'est à lui de faire preuve de tous ses moyens. Surtout que c'est un Premier ministre, membre clé du parti au pouvoir. En fait, c'est ça que j'essaie de dire. Il a tout le pouvoir. Il pouvait faire pouvoir d'injonction, comme on connaît en Afrique, comment ça se passe, surtout subsaharienne. On connaît comment on peut jouer avec la politique. Mais on a laissé faire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a vraiment séparation des pouvoirs. Les juges ont été indépendants. Ils ne trouvaient que la loi pour dire ce qu'on doit dire. Merci beaucoup pour ça. Je félicite déjà cet élément-là. Et je le félicite. Lui aussi, il a le droit de dire ce qu'il pense. S'il doit aller en recours, c'est une possibilité de recours. C'est pas une institution, on n'a pas la même juridiction. Chez nous, par exemple, si la Cour constitutionnelle décide, on ne peut pas continuer. Mais si au Sénégal, la Cour suprême décide et qu'il y a possibilité de recours, il n'a qu'à aller au recours et là-bas, on verra ce que ça va donner. Alors, M. Camara, merci beaucoup pour votre réponse. Et M. Camara, M. Ouvrama insiste beaucoup sur les valeurs démocratiques en disant que M. Sonko a le droit de dire ce qu'il a à dire. Mais est-ce comment qualifiez-vous la réaction d'Ousmane Sonko qui conteste le verdict et aussi qui est critique vis-à-vis de la justice de son propre pays? Bon, vous savez, Ousmane Sonko en tant que Premier ministre, Ousmane Sonko en tant que chef de parti, il a le droit de se défendre. Il a le droit de défendre ses idées. Mais la justice elle-même, elle-même est indépendante de l'État. La justice peut prendre des décisions que l'État même ne va pas accepter. Ce n'est pas parce que Ousmane Sonko est Premier ministre qu'on doit chercher une autre justice. Non, la justice doit être équitable. Si Ousmane Sonko a été condamné, ça veut dire, d'après moi, sur le dossier, les éléments l'incriment. Il a dit qu'il a des éléments nouveaux. S'il dépose ces éléments nouveaux, on verra la suite. Cela prouve une fois de plus que la démocratie ne peut pas marcher sans la démocratie. Que la démocratie ne peut pas marcher sans la justice. Il faut une justice équilibrée. Il ne faut pas que la justice soit là seulement pour le parti au pouvoir. La justice, c'est la colonne vertébrale d'un pays. Et le droit doit se dire partout. Si Ousmane Sonko a raison, on lui donnera raison. Si Ousmane Sonko n'a pas raison, on ne lui donnera pas raison. Pour moi, c'est mon... En tant que membre du parti, s'il n'a pas raison... Oh. Et vous savez, des fois, c'est l'esprit partisan qui nous pousse à prendre certaines décisions. Oui. Et je ne vais pas faire l'historique, mais on était en mois de mars dans une période très difficile au Sénégal. Si ce n'était pas la justice, personnellement, je pense qu'il n'y aura pas d'élection. Je ne peux pas jeter le bébé et l'eau du bébé. Ce n'est pas possible. Moi, je n'incrime pas la justice, mais je lui demande d'être juste et d'être équitable. Si Ousmane Sonko amène de nouveaux éléments, qu'il traite ces nouveaux éléments. S'il a raison, qu'on lui donne raison. Alors, M. Ouvrama, quel regard porte cette affaire sur l'indépendance de la justice sénégalaise? Merci beaucoup. Je continue à dire, comme vient de me dire mon frère ici,
nous qui croyons en Dieu, les Écritures nous disent que c'est la justice qui élève une nation. Si déjà, comme je le dis ici, au niveau du Sénégal, on arrive à faire la part des choses entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire et le Parlement, c'est déjà bon. C'est que si la justice peut être libre, comme nous avons dit, vu les juges ici, confirmer une décision qui était avant contre celui qui est au pouvoir, je pense déjà, comme je dis, c'est déjà une très bonne chose. C'est un exemple à suivre dans beaucoup de pays où on sait que si ça aurait été dans mon pays, on aurait suspendu les poursuites parce qu'il est déjà Premier ministre, on aurait suspendu en attendant qu'il finisse son mandat, son pouvoir d'exécution pour reprendre avec la justice. Mais là, vous voyez qu'il est Premier ministre, mais la décision est sortie, on vient de confirmer. Et je pense que sans embâche, comme nous l'avons dit, les juges ont été autonomes, et c'est ce que nous cherchons. Il vient de dire une chose ici, il faudrait que la justice, tout le monde est redevable devant la justice. Nous sommes égaux devant la justice. Alors, il vient de dire, si les juges trouvent qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux, ils vont confirmer même s'il va en appel. Déjà, ici, là, je vais dire que Ousmane Sonko, il est présumé, comme on dit, coupable, comme on dit, mais il est aussi présumé innocent. Donc, il a les droits jusqu'à épuiser ses recours, jusqu'au dernier jugement. Là, on va arrêter pour dire, s'il a le pouvoir de le faire, il doit le faire. Je pense qu'il est comme tout citoyen, même s'il est Premier ministre, mais il est d'abord citoyen sénégalais, il doit obéir à la justice sénégalaise et il doit entrer dans le fonctionnement de cette justice-là. Merci beaucoup. Je pense que l'appel va nous donner la suite, comme nous avons dit ici, c'est des éléments nouveaux. On verra les justices seront toujours équitables. Mais là, moi, j'insiste, j'apprécie cette autonomie des prêtres, des juges, pardon, pouvoir dire les droits par rapport à un Premier ministre. Dans beaucoup de pays, ça ne serait pas fait comme ça. D'accord. Monsieur Camara, vous avez quelque chose à ajouter sur ça? Non, alors, une autre question concernant la population. Comment est-ce que cette décision est perçue par la population au Sénégal? Oh, la population. En tant que diaspora aussi. Hein. Oui, la population est divisée en deux parties. Il y a certains qui croient que la justice est contre Ousmane Sonko, alors que pour moi, d'après mes analyses, la justice est là pour le peuple. La justice doit être juste. Si on regarde le parcours d'Ousmane Sonko, la population l'aime, les jeunes lui vouent vraiment beaucoup. Les jeunes, la jeunesse a une confiance aveugle en Ousmane Sonko. Ce n'est pas Ousmane Sonko la personne, mais c'est le projet. Ousmane Sonko nous a promis que d'ici 2050, le Sénégal peut se développer. C'est un projet. Un projet, il y a un départ, il y a le milieu et il y a la fin. Mais c'est la finalité qui compte. Dans toutes choses dans la vie, c'est la finalité qui compte. D'ici 2050, on sera où? D'ici 2027, on sera où? D'ici 2029, on sera où? D'ici 2030. Mais il y a des paramètres qu'on devra regarder, qu'on devra apprécier. Si le pays est sur la bonne voie, on n'a pas besoin de regarder de gauche à droite. Ça, c'est visible, ça se voit. Vous voulez dire que le pays est sur la bonne voie? Bon, il est très tôt aujourd'hui de dire que le pays est sur la bonne voie, mais on espère. Vraiment, comme on le dit, on est au moment de semer les graines, mais d'ici peu, Inch'Allah, on verra les premiers résultats. Et d'autre part, il y a le FDR, la Fédération du Renouveau, qui demande la démission du Premier ministre après sa réaction. Et que pensez-vous de cette décision, de cet appel? Bon, vous aussi, vous savez qu'en politique, chacun doit profiter de la plus petite occasion. Chacun doit profiter d'une petite erreur de la part d'Ousmane Sonko. Ça, nous l'acceptons. C'est leur droit. Ils ont le droit de réclamer la démission d'Ousmane Sonko. Comme nous aussi qui sommes avec lui, on a le droit de lui dire reste, on a confiance en toi. Il faut amener le bateau à bon port. C'est un contrat qui nous lie avec Ousmane Sonko. Ce n'est pas la personne en tant que telle, mais c'est un contrat. Le contrat, c'est quoi? Amener le Sénégal à devenir un pays émergent, à devenir un grand pays parmi les grands pays qui sont dans ce monde. Rêver, c'est bien, mais trouver les moyens pour bien rêver, je crois que c'est bien. M. Fabrice ne me dira pas le contraire. Et je crois que l'Afrique, aujourd'hui, on a les moyens. Monsieur Patrice. L'Afrique a les moyens aujourd'hui d'aller très loin. Des fois, on se pose 1001 questions. Pourquoi on est resté toujours là?
même nous qui sommes ici, nous qui représentons la jeunesse, on n'a pas la réponse à cette question. Mais si on regarde par rapport aux pays arabes, par rapport aux pays occidentaux, on se dit que si c'est le travail qui fait développer un pays, nous, on a trop de bras valides. Donc, on doit être en mesure d'être au même niveau que ces gens-là. Maintenant, s'il y a des systèmes, s'il doit y avoir une justice, le pouvoir exécutif doit être séparé du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Faisons-le. Peut-être que ça va nous amener de l'avant. Et je veux dire une autre chose. Dans une nation, c'est normal qu'il y ait des questions d'intérêt, mais l'intérêt collectif doit primer sur l'intérêt individuel. Si Ousmane Sonko quitte aujourd'hui la primature, on va amener qui à la primature? Est-ce que c'est chaque fois qu'une personne est condamnée seulement qu'on doit l'enlever dans la vie? Non, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. D'accord, monsieur Camara. Monsieur Patrick Vouama Camara, il est un peu flatteur vis-à-vis des autorités actuelles du Sénégal. Mais vous, quel regard porte en dehors de ça? Est-ce qu'on peut considérer que cette condamnation est un avertissement pour d'autres opposants dans le futur? Pas pour d'autres opposants dans le futur, mais pour tout le monde. Ça veut dire que dans la vie, quand on mène une lutte, on doit être réaliste, on doit être franc, on doit être correct. Je vais revenir sur la question sur la population, les sentiments de la population. Vous savez, la population est toujours divisée. C'est une question de droit, mais pour la population, on doit en faire une question politique. Et en politique, tous les coups sont permis. Donc, vous savez, il y a des gens qui vont dire, oui, c'est vrai, en attendant qu'on ait l'appel, puisqu'il a déjà été condamné, il doit démissionner. Ça dépend aussi de ce que le droit dit. Bon, les autres vont dire, bon, il doit encore être là parce qu'il n'a pas encore épuisé tous les voies de recours. Donc la population sera toujours divisée. Vous savez, la population est toujours influencée par les politiques. Ça, c'est une réalité. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'on va laisser dire les droits, les bons droits d'ailleurs. Comme il l'a dit d'ailleurs, je suis d'accord avec lui, qu'on doit dire les bons droits pour que nous puissions aller. En fait, en Afrique, ce n'est pas seulement la tête de la personne qui nous intéresse. Comme il l'a dit, c'est les projets qui intéressent. Si les projets peuvent être animés, j'ai dit ici, vous avez dit les permis de rêver, mais ce qui n'est pas permis, c'est de rêver plus longtemps que son sommeil. Ah oui. Parfois, nous rêvons plus longtemps que notre sommeil et nous n'arrivons pas à sortir de bonnes choses et on n'arrive pas à concrétiser. C'est vrai que, pour terminer, par rapport à cette question, il y a la conscience socialisée. Moi, j'aime toujours dire, excusez-moi l'expression, peut-être que ce n'est pas propre par rapport à la population, on dit que c'est la foule qui renferme le plus grand nombre d'imbéciles. Vous allez voir que dans tous ceux qui sont contre, ils ne savent même pas pourquoi ils sont contre, parce qu'on leur a dit qu'ils doivent être contre, ils sont contre, naturellement. Parce que l'autre ne me plaît pas, sa tête ne me plaît pas, son état ne me plaît pas, on est comme ça en Afrique, ce qu'il a dit ne me plaît pas. Du coup, sans réflexion, c'est pourquoi j'ai dit ici, j'ai conseillé à mes frères sénégalais, que j'aime bien d'ailleurs, de laisser dire les droits et les bons droits. Et moi, je vois que je les soutenais ici, qui sont dans la dynamique de dire les bons droits, parce qu'en tant que Premier ministre, il avait tous les mécanismes, connaissant le pouvoir en Afrique, voir arrêter cette histoire. S'il ne l'a pas fait et que lui-même a dit qu'il va aller au recours, peu importe sa réaction normale, c'est un homme. Il ne doit pas être indépendant comme ça. Il est parti pour dire qu'il va porter plainte, il est contre. C'est son droit le plus légitime, il est homme. Là, il a réagi, non pas comme Premier ministre, il a réagi comme homme. Naturellement, il doit dire que ça ne me plaît pas, c'est disant je vais contester. C'est normal. On lui concède ça. Maintenant, en contestant, il faut amener des éléments nouveaux, comme nous avons dit. Mais laissons dire les bons droits, parce que c'est la justice qui élève la nation. D'accord. C'est la justice qui élève la nation. Oui. Monsieur Camara, et au-delà de tout ce qui a été dit, comment faire en sorte de réunir, de rassembler la population autour du Premier ministre après ce verdict? Pour moi, l'idéal aujourd'hui, nous souhaitons que le Premier ministre réponde par des actes et non pas par des paroles. Mais quand on accuse une personne, ou bien quand on condamne une personne, il a le droit de se défendre. Ça, c'est le droit. C'est plus légitime d'ailleurs. C'est un droit légitime. Nous l'accordons. Mais, comme vous le dites, ça c'est une leçon pour nous et pour ceux qui viendront derrière nous. C'est la première fois que moi je viens dans un pays démocratique que le Premier ministre soit condamné. Il avait tous les mécanismes pour faire traîner l'affaire, mais pourtant il ne l'a pas fait. Donc pour moi, cette condamnation, nous l'acceptons pour le moment, parce qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux, nous l'acceptons. Un bon démocrate.
Et Inch'Allah, Rabbi, quand il y aura des éléments nouveaux, peut-être que d'ici ou 2-3 mois, Inch'Allah, Rabbi, peut-être que je serai là sur ce plateau. Et puis on va discuter. Mais d'autre part, est-ce qu'on ne peut pas considérer que cette condamnation ne va pas effrayer les opposants politiques désormais et qui seraient beaucoup plus prudents dans les propos qu'ils vont tenir à l'égard des dirigeants? Bon, moi, je crois que si un premier ministre a été condamné, je crois que ça, c'est une leçon morale pour tout un chacun. Donc, désormais, ils vont... Désormais, pour tout un chacun. Pas pour seulement les politiciens, pour la population, pour les opposants, pour tout le monde. Il y a des choses qui ne doivent plus se répéter en Afrique. Et puis, il faut que la justice soit au bon milieu. Ceux qui ne font pas du bien, il faut les condamner. Si le riche pense qu'avec sa richesse, il peut tout faire, il n'y aura jamais de paix dans la nation. Seule la justice peut donner à tout un chacun ce qu'il mérite, tout en respectant le droit. Le pauvre va se sentir à l'aise et le riche aussi se sentira à l'aise. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Camara. Dernière question sur ce sujet avant de passer à un autre. En Afrique, nous assistons généralement à une instrumentalisation de la justice. Comme vous l'avez si bien dit, les populations ont de moins en moins confiance aux décisions de la justice, surtout quand ça concerne le milieu politique. Alors, comment faire en sorte que nos systèmes judiciaires puissent résister aux pressions politiques? Très bien. Je pense que chacun doit assumer. Il y a séparation de pouvoir dans les États d'après Machiavel. Il y a séparation de pouvoir. Si on commence d'abord par respecter cette séparation de pouvoir et que chacun est autonome dans son domaine, et je pense que ça va aller. Deuxième chose, il faut commencer par éduquer aussi la population. Parce que vous savez que la population n'est pas très informée dans ce qui se passe. Vous savez, facilement on emballe la population par nos propos, par nos dires. Et je pense que c'est ça aussi. Quand on est opposant, on aime trop dire des choses, même si on n'a pas trop vérifié, on les balance pour avoir l'assentiment de tout le monde. Et puis voilà, après ça nous rattrape. Moi je pense qu'il faut aussi une éducation à la population pour dire qu'attention, lorsque vous tenez des propos, il faut avoir des preuves de ça. Parce que quand vous avancez des propos, le droit dit que la preuve incombe à celui qui a avancé les propos. Donc il faut être sûr de ce que vous voulez dire. Et comme il a dit tout à l'heure, mon ami, et mon frère d'ailleurs, que j'apprécie par rapport à ses réflexions, qu'il est bon, avant de prononcer des choses, de réfléchir. Et ça, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour les dirigeants politiques seulement. Ça nous rattrape partout dans nos sociétés, partout où nous travaillons, que tu sois enseignant, que tu sois professionnel, dans quel domaine. Il est toujours bon de comprendre qu'il y a une justice qui est là, qui peut nous rattraper. Et ce que nous devons dire, nous devons être responsables de ce que nous allons dire. Dernier élément, je vais dire, pour vraiment séparer, il faudrait, comme je le dis ici, que nous imprégnions du pouvoir. Si nous comprenons ce que c'est le pouvoir c'est servir, je pense qu'il n'y a pas de gens qui vont aller au-delà de ce qu'ils sont. Parce que les gens pensent que je peux faire, mais quand je serai au pouvoir, je pourrai freiner le mécanisme. Oui. Mais en fait, les problèmes, il y a des problèmes qui sont prescriptibles, d'autres qui ne sont pas prescriptibles. Donc tu peux avoir un problème aujourd'hui, tu es au pouvoir, et je vais dire, 10 ans après, ça vous rattrape. Vous allez au Congo, il y a un premier ministre qui a été rattrapé. Rattrapé et condamné, le premier ministre qui a été, alors qu'il a déjà fini le mandat depuis longtemps, mandat temporaire, mais il a été rattrapé par la justice. La justice, c'est la justice. Il y a des choses qui sont prescriptibles, des choses qui sont prescriptibles. Moi, je pense qu'on doit aider la population à comprendre la séparation des pouvoirs, d'abord, comme je le dis ici, à comprendre qu'il ne faut pas tenir des propos. Tant qu'on n'a pas de preuves, parce que finalement, quand on va nous interpeller, nous allons demander. Troisième chose, il faut une éducation populaire, comme je le dis. Dans nos écoles, partout, il faudrait qu'on commence, dans nos partis politiques, on commence à éduquer les gens que, attention, on ne parle pas de pouvoir pour obtenir des pouvoirs, mais on dit des choses pour aller au pouvoir et être propre quand on va au pouvoir. Sinon, comme vous avez dit, ça gêne un premier ministre qui doit être condamné. Pour les communs de mortels, la population qui ne comprend pas, on va dire, mais comment lui, il pouvait tenir des choses comme ça là. Et ça, c'est parti, on ne pourra pas effacer. Mais si on était prudent, en amont, en aval, on ne pourrait pas trouver ces choses. Mais je demanderai ici au peuple sénégalais d'être confiant en leur justice et de voir comment ça va s'évoluer. Tant que la personne n'a pas été condamnée au dernier ressort, il est présumé toujours être innocent. Donc, faites confiance. Il ne faut pas se diviser parce qu'on a connu le Premier ministre. En fait, il a commis des actes avant d'être Premier ministre. Donc, c'était normal. C'était une mouvance de l'opposition. Peut-être qu'il y aura des circonstances atténuantes. Donc, on n'a pas à se séparer par rapport à ça. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est de regarder est-ce qu'il est à l'œuvre par rapport à ce qu'il a dit. C'est ça qui va unir les Sénégalais. D'accord. Voilà.
Merci beaucoup. Monsieur Kamara, vous venez d'entendre les propositions de Monsieur Ouama et le Sénégal a montré le bon exemple. Mais comment faire en sorte que cet exemple soit suivi dans les autres pays en Afrique? Merci. Vous savez, la justice a toujours été un problème dans tous les pays. Ce n'est pas seulement en Afrique, même en Europe, même en Asie. Aucun pays, aucune nation ne peut se développer sans une justice. Une vraie justice, une justice qui lie le droit. Le juste milieu entre l'État, le pouvoir législatif et la population, c'est la justice. Ces temps-ci, il y a des problèmes au Sénégal, des policiers, lors des interventions, il y a eu mort d'hommes, certains parlent de bavure, mais jusqu'à présent, la justice ne s'est pas prononcée. Vous avez dit un mot tantôt, l'éducation. Nous-mêmes, des fois, on donne notre propre... Ça veut dire on juge par rapport à nos sentiments. Telle personne ne me plaît pas, il doit être jugé, il doit être condamné. Non, la loi là ne nous sert à rien, le juge là n'est pas... Alors que ce n'est pas ça. On veut que nos vœux soient exaucés pour nous-mêmes et non pas pour la population. Le droit doit être dit pour tout le monde, que tu sois au niveau de l'État, que tu sois au niveau de la population. Avec une justice très forte, je crois que toutes les nations peuvent avancer. Mais il faut la séparation des pouvoirs. Il faut que cette séparation aussi soit vraie et véridique, lisible, visible. Un juge, un magistrat, il doit être autonome, il doit dire le droit. Le droit est seulement le droit. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kamara. Et les propositions formulées, l'indépendance de la justice, prudence dans les propos et encore éducation des citoyens, telles sont les solutions proposées. Nous passons ainsi à la deuxième thématique. Nous allons en RDC. Deuxième thématique, en République démocratique du Congo, où un récent accord de paix a été signé entre le pays et son voisin, le Rwanda, le 27 juin à Washington. Malgré la signature de cet accord, les violences continuent dans l'est du pays avec l'AFC M23 qui contrôle une vaste partie du nord Kivu. La coalition rebelle ne se sent pas concernée par les dits accords signés entre Kinshasa et Kigali. C'est une fragile lueur d'espoir qui s'estompe en RDC, M. Ouama. Oui, merci beaucoup. C'est un sujet important. Je voudrais ici dire que je vais en parler avec des larmes aux yeux parce qu'il y a beaucoup trop de morts par rapport à ce sujet. Quand on en parle, ce n'est pas avec gaieté des cœurs. Déjà, l'invention pour prendre les deux provinces dont vous venez de parler, ici le nord et le sud, il y a eu plus de 8000 morts. Donc si on compte depuis la guerre là a commencé en RDC, l'agression comme on dit, près de 30 ans, on a dit il y a plus de 18 000 morts, donc c'est pratiquement plus de génocide, plus que génocide. Donc on n'en parle pas avec beauté des cœurs, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un accord qui a été trouvé. Et cet accord a été signé le 27 juillet, comme vous le savez, 3 jours avant la fête de l'indépendance de la RDC. C'est entre la RDC et le Rwanda. Mais vous savez que pour comprendre la situation, pourquoi la guerre continue malgré la signature, il faut recadrer un peu les téléspectateurs en disant que le conflit en RDC, c'est d'abord un conflit interne, où vous avez les Congolais qui ont pris des armes, des rebelles, AFC M23, il y en a encore près de 200 troupes rebelles en RDC qui exercent à l'est de la RDC. Ceux-là, ils sont appuyés par les forces rwandaises. Ça veut dire que le Rwanda est rentré. Vous savez que si vous avez pu signer l'accord, il y a 3 jours ici, 2 jours, les experts des Nations Unies ont dit que le Rwanda avait au moins 6 000 militaires en RDC. C'est pratiquement une agression. Et ils appellent ça force d'interposition pour gérer leur situation. Mais également, ce conflit-là est non seulement entre les Congolais entre eux, les Congolais avec les Rwandais, mais aussi un conflit du Grand Lac, donc sous-régional. Vous savez, il n'y a pas que le Rwanda qui agresse. Quand vous allez au nord, vous allez voir que l'Ouganda aussi, nous avons les soldats ougandais sur notre territoire, à Ouvira par exemple. Il y a eu des preuves qui ont été montrées par rapport à cela. Bien sûr, ils sont là. Je suis congolais, je dois dire des choses qui sont vraies. Quand vous regardez
tous les rapports le disent, il y a des Ougandais qui sont là-bas. Ça, c'était sous forme de mutualisation des forces pour et chasser un peu les EPDF, donc les rebelles ougandais qui étaient censés être chez nous. Donc ça, c'était un accord. Donc voilà, il y a tout un conflit. Quand vous allez vers le sud, vous allez vers les Tanganyika, il y a les Burundais qui rentrent aussi. Donc c'est un conflit qui est multiforme, où vous avez les Congolais entre eux, les Congolais avec les Rwandais, formellement identifiés, et les Congolais avec les autres de la sous-région. Donc là, si vous voyez cet accord-là, c'est l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Maintenant, dans cet accord-là, on réfère même la RDC et le Rwanda de s'en tenir à l'accord qui va s'obtenir à Doha entre la RDC et le M23 et AFDC et le M23, qui sont encore en pourparlers à Doha jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas encore signé d'accord. Donc ce n'est que normal qu'ils ne se retrouvent pas parce que vous avez signé l'accord bilatéral entre le Rwanda et la RDC. Ils ne se sentent pas concernés. La preuve, ils ont dit, si vous signez l'accord de paix, nous allons partir où? Donc on attend encore voir l'accord qui va être signé à Doha, au Qatar, entre le gouvernement congolais et les rebelles M23 AFDC. Quand ils vont signer, on ne sait pas qu'est-ce que ça va venir. Donc ce n'est que normal, enfin je trouve normal qu'ils ne se retrouvent pas dans cet accord, pour autant que dans cet même accord-là, quand vous regardez les chapitres en 8 sections, et même ils font recours à cet accord qui va être entre AFDC, M23 et la République démocratique du Congo, le gouvernement, parti gouvernemental. Donc voilà un peu, c'est un problème nébuleux. Si on doit trouver la paix en RDC, il faut aller avec une solution globale. D'ailleurs, je pense que déjà, notre pays, si je l'ai dit en anticipation, avait déjà trouvé cette situation-là. Vous savez, une résolution des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies, 2773, pratiquement qui a été signée au mois de février, qui donnait injonction à tous les partis prenants de sortir de cesser la paix, de cesser la guerre, pardon. De cesser la guerre. Tout ça, donc ça c'était déjà l'avancée. Maintenant, ce qu'on vient de signer maintenant, pour nous, nous sentons que c'est une régression, quoi. Quand on dit seulement au Rwanda de partir, et le Rwanda, vous savez, il a posé comme préalable que nous, on puisse sortir les AFDLR. Les AFDLR, si ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment en 1994 qu'il y avait génocide au Rwanda, des gens qui sont venus au Congo, qui voulaient lutter, c'est la force démocratique pour la libération du Rwanda, qui étaient chez nous. Imaginons ces gens qui sont venus en RDC en 1994. S'ils avaient 30 ans, aujourd'hui ils ont combien d'années? Ils ne peuvent plus être actifs. Il n'y a pas un point où on localise, mais nous avons accepté de les sortir. Maintenant, le Rwanda dit, moi je dépose des armes, si vous les sortez, on va les trouver où? Ça va être encore un autre problème qui va aller de problème à problème. Voilà en fait, en gros, le problème que nous avons. Alors, je vais terminer par un problème par rapport à cet accord-là. Vous savez qu'il faut qu'on se le dise, tout le monde le sait, le Rwanda a de vérité d'annexer les deux provinces de la RDC, de la RDC à leur pays. Ça, c'est connu de partout. C'est un projet qui est depuis longtemps, de Ematuti, comme on appelle chez nous. Ça, c'est vraiment politique. Et tout ça, là, ça fait qu'aujourd'hui, pour trouver solution, il faut trouver une solution globale et une solution bilatérale. D'accord. Voilà. Et la présence du Rwanda, ça a été avéré par les organisations internationales telles que l'ONU et aussi d'autres. Et M. Camara, cet accord n'a pas été signé ni à Dakar, ni à Bamako, encore moins à Abidjan. Ça a été signé à Washington. Est-ce que cela ne montre pas la déliquescence de nos institutions régionales et sous-régionales? Oui, c'est toujours la question, la même question, la question la plus récurrente. Nos organisations sous-régionales, pourquoi ils ne peuvent pas appeler tous ces pays autour d'une table et d'en parler, de trouver une solution définitive? Comme mon collègue vient de le souligner, c'est un problème vraiment perplexe. À moi, c'est aujourd'hui que je commence à voir que vraiment c'est un problème complexe. Donc ça vous choque que ça soit signé jusqu'à Washington? Ça choque même. Mais la première question qu'on se pose, le Rwanda, le Congo, l'Ouganda, ce sont des pays frères, des pays qui entretiennent des relations bilatérales qui datent de longtemps. On peut aller au travail et revenir chez soi quand il y a la paix. On peut aller dans son champ, cultiver et retourner chez soi quand il y a la paix. S'il y a un avenir, c'est dans la paix. S'il y a développement, c'est dans la paix. Sans paix, il n'y a ni développement, ni avenir, ni rien. Pas seulement pour le Congo, mais aussi pour ces pays. Parce qu'aujourd'hui, disons-nous la vérité, tu peux être du bon côté en créant des problèmes à tes frères, à tes amis, mais demain, tu peux être dans le mauvais côté. Ouais, tu vas aller chez l'autre. Si l'autre n'est pas en paix, il n'y aura pas d'issue. Vraiment,
nous aussi, on a les larmes aux yeux parce qu'on sait ce qui se passe au Mali. Chaque jour, on regarde soit la télé, on voit de ces choses, vraiment, c'est trop désolant pour un continent comme l'Afrique. C'est vraiment désolant. Monsieur et Patrice Mouvoama, alors où se trouve l'Union africaine, la CEDEAO, le CEMAC, où se trouvent les institutions africaines autour de ces conflits? Bon, vous savez, ce n'est pas le premier accord qu'on veut signer. Il y a l'accord d'Addis Abeba pour cette affaire de paix en RDC, l'accord d'Addis Abeba qui a été signé. Il y a aussi l'accord de Luanda qui devrait être signé, mais pour lequel les Rwandais ne sont pas venus. Le président rwandais n'était pas arrivé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'institutions qui sont rentrées, à la CEMAC qui est rentrée dans tout ça. Bon, mais malheureusement, comme je le dis ici, on ne coûte que la voix des plus forts. Je pense que le Rwanda a compris que les Américains sont plus forts, ils doivent les écouter, plutôt que les institutions. Sinon, il y a eu beaucoup d'accords qui ont été signés par rapport à ça, reconnus. L'Union africaine a mis, nous avons comme médiateur le président togolais, avec les autres qui sont pour trouver ces problèmes, pour solution à ces problèmes. Mais malheureusement, comme je le dis, c'est la loi du plus fort qui est écoutée, quoi. Aussi, je vais dire personnellement, c'est pas attesté. Vous savez que derrière ces conflits-là, il y a aussi des multinationales, des entreprises internationales qui profitent des minéraux par rapport à leur production, qui sont derrière et qui attisent le feu. Bon, Trump est venu, ce sont les États-Unis, quand ils imposent des choses, les gens peuvent écouter parce que c'est une force, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver derrière. En foi, je vais dire que c'est aussi montrer la carence qu'il y a entre nos institutions au niveau de l'Afrique, tant l'Union africaine que sous-régionale. Parce qu'on peut trouver mieux les solutions chez nous, parce qu'on se connaît mieux. Si déjà au niveau de la SADC pour l'Afrique de l'Ouest, au niveau de CEMAC pour l'Afrique centrale, au niveau de CEDEAO, on n'arrive pas à s'impliquer pour qu'on trouve une solution entre nous et qu'elle soit être signée aux États-Unis, ça aussi c'est une gifle pour nous Africains. Pourquoi nos problèmes doivent être résolus toujours en dehors de nos pays, en dehors de notre continent? Ça, on devrait revoir aussi notre mécanisme, notre façon de faire. Alors, comme je viens de le dire ici, le président Faure a été nommé comme médiateur à notre conflit. Voilà pourquoi j'ai dit que les Africains doivent prendre conscience et se réveiller, quoi. Comme il a dit, je suis d'accord avec vous. Qu'on se réveille, qu'on prenne conscience que nos problèmes entre nous. Je pense que s'il y a un problème entre les pays africains et que les Africains rentrent en danse, on doit pouvoir trouver la solution. Voilà, à mon avis. Sinon, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont échoué. Voilà le problème. Non, ce n'est pas les États-Unis seulement. Actuellement, le problème se trouve encore à Doha, à Qatar. Pour que les Congolais entre eux se mettent d'accord, nous devons aller voir l'émir de Qatar pour discuter de nos problèmes. C'est AFDC, comme on dit, M23, qui va discuter avec le gouvernement congolais à Dakar. Mais c'est à la limite insultant. On dirait qu'il n'y a pas de chefs d'État, de doyens de chefs d'État ici pour voir comment on peut y arriver à cela. Donc voilà notre regret par rapport à nos institutions panafricaines ou, comme on dit, les sous-régionales. En tout cas, il doit faire un effort pour s'activer un peu dans ce sens-là. D'accord. Et M. Camara, il vient de le dire. Que pensez-vous des négociations avec les rebelles? Est-ce que ça ne va pas les légitimer d'une façon? Quand une partie de la population prend des armes contre son peuple, on les appelle des terroristes. Moi, je trouve que ce ne sont pas des terroristes. Non. Ce sont des gens sans foi ni âme. Des gens qu'on doit bannir, des gens qu'on doit tuer. Vous savez, mon collègue parle de carence. Moi, je dirais pas, c'est pas une carence, c'est une manque de volonté. C'est la volonté qui manque aux Africains de résoudre les problèmes. Il y a un adage qui dit que linge sale se lave en famille. Pourquoi nous ne lavons pas nos linges sales en famille? Pourquoi on doit aller tantôt aux États-Unis, tantôt à Doha pour régler nos problèmes? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'institution très forte. C'est ça la réalité. Et la volonté n'y est pas. Pour revenir des présidents pour un troisième mandat, ils sont prêts. Mais pour régler un conflit, ils ne sont pas prêts. Et ce n'est pas seulement chez vous, hein. Même en Afrique de l'Ouest, c'est la même chose. Si tous les pays ouest africains avaient aidé le Mali, le Burkina, le Niger, on ne serait pas là aujourd'hui. Vraiment, on a des institutions de façade. Il est grand temps qu'on prend vraiment notre avenir entre nos mains. Au-delà des institutions africaines, il y a aussi l'ONU qui a intervenu, qui est toujours là d'ailleurs,
Et pourquoi après tant de décennies, ça fait déjà des décennies que ce conflit existe, pourquoi on peine à résoudre jusqu'à présent? Bon, comme je l'ai dit, c'est aussi un problème d'intérêt. Hein. C'est aussi un problème d'intérêt. Parce que vous savez, la partie de l'Est de la RDC regorge beaucoup de minéraux du futur, comme on dit. Pour faire les batteries lithium, il faut passer par nos minéraux. Pour les téléphones que vous avez, les contrats passent par là. Donc, derrière cette machine qui est Nations Unies, il y a aussi une autre machine de lobbying des institutions, comme je l'ai dit, des entreprises, des multinationales qui sont là. C'est un problème d'intérêt. Vous savez, les États n'ont pas d'amis, hein. Ils n'ont qu'un intérêt. Ils n'ont qu'un intérêt. Je vous ai dit ici que les Nations Unies a pris une résolution 2773 demandant à tous ceux qui sont là de cesser les hostilités, de sortir, de libérer la RDC. Mais ça n'a pas été appliqué. Pour un problème d'intérêt. Quand vous voulez parler, quand on décide comme ça, là, les présidents américains, je ne les soupçonne pas, ça je le dis personnellement, quand ils rentrent chez lui, vous pensez que Apple va les laisser pour dire que vous allez laisser les pays là en paix et puis nous on va commencer à acheter officiellement? C'est ça le problème d'intérêt. Ah oui. Il y a un problème d'intérêt. Si moi je trouve que je vais passer par toi pour prendre les minéraux moins chers, mais je vais te outiller. La dernière fois j'étais scandalisé. C'est notre délégué en Afrique, au Congo, notre MONUSCO, qui vient dire que les rebelles qui étaient en RDC, ou l'armée qui a été appuyée par l'armée rwandaise, avaient de matériel, avaient des armes que l'ONU n'avait pas. C'était encore très sophistiqué. Mais ils ont acheté ça comment? Qui les a fournis ces armes-là pour donner ça aux rebelles? C'est ça le vrai problème, c'est un problème d'intérêt. Même les Congolais qui prennent les armes pour tuer les autres Congolais, c'est un problème d'intérêt. Si aujourd'hui, moi, on me contacte, on m'appelle pour dire, venez, on va te donner, on va te mettre à la tête et on va te donner tout ça là. Si je suis faible, je n'ai pas l'amour de mon pays, je vais aller. Voilà en fait le vrai problème. Si on n'arrive pas à trouver, c'est vraiment un problème d'intérêt. Et aussi, c'est un problème, comme je l'ai toujours dit, de poser le vrai problème. Il faudrait que les gens comprennent qu'est-ce qui est à la base de cette guerre-là. Si on ne comprend pas, comme je le dis, on traite ça de manière scellée, on ne trouvera pas de solution. Je vous ai dit ici qu'il y a 3 formes de conflits, mais là, l'accord là ne prend que l'accord entre le Congo et le Rwanda. On a laissé ceux qui ont pris les armes et qui sont encore là et qui continuent à discuter à Doha. On a laissé la population, parce que vous avez une opposition pacifique qui est au pays, qui réclame un dialogue, qui réclame que les gens se mettent autour d'une table pour discuter de ce qui se passe. Mais on n'a pas pris ça en compte. Et comment voulez-vous que les gens qui ont pris des armes, qu'on leur dise de déposer, ils vont aller où? Parce que déjà, ils sont censés comme personne non grata dans l'autre partie. Maintenant, il faut voir, il faut traiter le problème globalement. Tant qu'on ne va pas connaître la chose, moi je vais finir par dire une chose, peut-être que je suis prétentieux. Vous savez, Frantz Fanon avait dit, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC. Peut-être que les Nations Unies et comme on dit, tous les Occidentaux ont peur que la paix revienne en RDC pour que le départ de l'Afrique en sens de développement puisse avoir lieu. Parce que je vous dis que les jours où la RDC est en paix, ça c'est le départ de l'Afrique. Non pas de la RDC, de l'Afrique. Parce que les minéraux qui sont là, lorsqu'on arrive à gérer ça convenablement, l'Afrique se retrouve. Donc la communauté internationale a peur de la gâchette qu'est l'Afrique. Ah oui. Ok, on va revenir à notre dernière question sur le sujet pour clore l'émission. Et que disent les affaires Sonko au Sénégal et en RDC sur la capacité des États africains à faire respecter leurs décisions? On commence par vous. Bon, moi je crois qu'en toute objectivité, chacun doit chercher ses intérêts. Nous aussi, les Africains, nous avons des intérêts, ça et là. Mais la meilleure manière pour nous de se développer, c'est de trouver des relations entre nous-mêmes. Il faut que l'Afrique soit unie. Unie dans le bon sens du terme, pas dans le mauvais sens. On doit être unis. Pas pour partager nos richesses. Chacun doit garder jalousement ses richesses. Chacun doit trouver le bien-être. Chacun doit trouver les moyens pour se développer. Nos matières premières sont vendues en Europe, en Asie, en Amérique. Mais nous, nous sommes toujours là. Je crois que la meilleure manière d'avancer, c'est la meilleure manière de faire respecter les décisions des autorités. Des autorités, voilà. La meilleure manière d'avancer, c'est d'abord la population d'accepter les décisions prises par nos gouvernements. Parce que des fois, on ne voit que la superficie, on ne voit rien à l'intérieur. Il y a de ces décisions que le gouvernement prend que la population déteste. Et on va se mettre à créer des problèmes là où ça ne devait pas exister.
la première des choses, il faut qu'on se donne la main. Pour moi, la population doit être un rempart. Quand l'autorité faute, on doit se lever. Mais quand l'autorité est sur la bonne voie, on doit les accompagner. Je crois que c'est ce qui nous manque. Nous, on fait de la politique partisane. Si ça nous arrange, on se tait. Ça ne nous arrange pas, on crie. C'est ce qu'il faut changer. Pour moi, c'est la meilleure manière pour se développer. La même question, M. Ouama. Très bien. Au Mali, l'État peine à faire respecter ses décisions et au Niger, dans d'autres pays, le Burkina Faso et même au Congo. Comment faire en sorte que nos autorités étatiques puissent faire respecter leur volonté auprès des citoyens? En fait, je ne parlerai pas de pays individuellement pour ne pas verser dans ce qui n'est pas normal. Je parle d'une manière globale. Exactement. J'ai dit, si les États africains veulent faire respecter leurs décisions, ils doivent d'abord avoir des institutions fortes. Quand on n'a pas des institutions fortes, il est difficile de se faire respecter. Avoir des institutions fortes veut dire quoi? Avoir des dirigeants qui sont légitimes et qui sont légaux. Parce que la légitimité, vous tirez ça du peuple. Si le peuple est avec vous, vous pouvez faire et le peuple va vous suivre. Ça, c'est le deuxième élément. Premier élément, il faut avoir des institutions fortes. Il ne faut pas qu'on ait des gens plus forts que nos États. Alors que ça existe dans nos pays. Il faudrait qu'on ait des institutions fortes. Qu'on sache que les hommes passent, les institutions restent. Première des choses. Deuxième des choses, il faudrait qu'on ait l'amour de son pays. Quand on a l'amour de son pays, on a du mal à pouvoir faire du mal à son peuple. On a du mal à pouvoir faire de n'importe quoi. Parce qu'on aime son pays. En fait, l'amour de son pays nous amène simplement à être vraiment fort aussi. Dernier élément par rapport pour se faire respecter, il faut avoir aussi des armées qui puissent se faire respecter. Parce que dans le monde où il y a beaucoup de velléités, où les gens veulent toujours prendre une part, il faut qu'on commence à former vraiment nos armées à pouvoir soutenir les décisions du pays, comme j'ai toujours dit. Si on a des armées fortes, je me donne un exemple pour la RDC. Je donne un exemple, oui, on va terminer par rapport à ça, merci. Pour la RDC, si on a une armée forte en RDC, une armée dissuasive, les voisins n'auront pas le temps de venir. Vous savez, la RDC est entourée de 9 pays. Donc, avec tout ce qu'il y a comme richesse là, tout le monde cherche à prendre. Mais s'ils savent qu'ils peuvent frapper à tout moment, vous voyez pourquoi? Regardez l'exemple d'Israël. Il est entouré de beaucoup de pays musulmans, mais il n'arrive pas à l'attaquer facilement parce que lui, il attaque avant. On sait que là-bas, quand vous attaquez, il y a riposte. Les pays africains doivent avoir des armées dans ce sens-là pour appuyer des décisions, des institutions fortes. Voilà ce que je veux. Merci beaucoup, M. Ouama. Des institutions fortes, l'amour du pays et aussi une armée forte pour bâtir une Afrique forte. C'est ce qui met fin à ce premier numéro de cette semaine en Afrique. C'est ça, votre émission de décryptage de l'actualité hebdomadaire en Afrique. Nous avions sur notre plateau M. Patrice Ngouama, j'allais dire vice-président de la communauté congolaise au Mali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Nous avions également M. Abou Kamara, enseignant et membre du bureau des partis des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Merci M. Kamara d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous serons là chaque dimanche à 21h et rendez-vous la semaine prochaine, le dimanche, à la même heure.